Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette interprétation de la nouvelle lune qui aura lieu les 12 et 13 décembre 2023 au 20e degré du Sagittaire. Alors, selon Dan Rudyard et ses symboles sabiens, le 20e degré fait référence au rapport entre l'homme et la nature. Ce degré souligne l'importance que revêt le fait de songer activement à nos besoins futurs et de prévoir les choses à partir de notre connaissance des cycles. Alors j'avais envie de faire un petit coucou particulier à la tribu des hiboux et de donner une petite citation qui m'est venue en pensant à vous, mes amis. Parfois, il suffit d'ouvrir le regard comme on ouvre la main, et c'est une bouffée de plénitude qui vous pénètre jusqu'à l'os. C'est une citation d'Éric Sablé de la petite apologie de la joie. Donc, les mots-clés de cette pleine lune sont veiller à ses ressources. Alors, je trouve très intéressant parce que dans le titre de cette vidéo, j'ai envie de mettre le mot focus. Focus sur le féminin, puisque je vais vraiment rentrer dans la vibration d'un astéroïde qui s'appelle Junon et de la belle vibration de Vénus qui entre le jour où j'enregistre cette vidéo, donc le 4 et 5 décembre, elle entre donc dans le signe du Scorpion. Et j'ai fait un article sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Akara Astro Art et sur Facebook, où je décris un petit peu la vibration de cette Vénus quand elle entre dans le signe du Scorpion. Donc je vous laisse aller voir et bien sûr, si mes vidéos vous plaisent et si les contenus vous nourrissent, je vous invite à liker, à partager et puis à commenter ces vidéos. Ça m'aide beaucoup dans mon travail. Donc, veiller à ses ressources. C'est très intéressant puisque notre belle planète Uranus, qui est quand même une planète d'ouverture de conscience, se trouve toujours dans le signe du Taureau. Et Uranus en Taureau, elle vient réformer en profondeur la terre du Taureau, qui est la terre nourricière. Donc, d'où viennent nos ressources. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de ne pas simplement imaginer les ressources physiques telles que l'eau, les légumes, la nourriture que l'on peut prendre de la terre, mais aussi nos ressources intérieures dans notre terre intime. Donc on est bien souvent dans des états d'attente, de jachère. On a dans le Taureau cette énergie de laisser pousser dans le temps, de fortifier nos bases, nos petites tiges. Une fois que les graines ont germé en Bélier, il y a ce temps où les racines s'enfoncent profondément dans la terre. Les petites radicelles deviennent des racines qui viennent s'entortiller autour des cailloux et puis qui vont chercher encore plus loin la nourriture profondément dans la terre pour pouvoir faire jaillir tout au fil du zodiaque la plante, la fleur et les fruits des expériences. C'est pour ça que l'on doit penser les choses en s'inscrivant dans des cycles. Toute précipitation est quelque chose qui va nuire quand même à l'enracinement. De même que si l'on cherche à voir par exemple un bouton de rose alors qu'elle est toujours fermée et qu'on farfouille avec ses doigts pour essayer de voir la couleur des pétales et de l'ouvrir plus vite, on va simplement la détruire. Alors que la patience, d'ailleurs j'ai envie de vous citer une petite phrase que j'aime beaucoup, qui dit patience, un mot si joli qu'on le voudrait avec des joues pour pouvoir l'embrasser. Et là, il y a quelque chose comme dans le Taureau, de laisser se poser dans le temps pour que la sensualité, que la sensorialité se développe
et c'est aussi ça, veiller à ses ressources intérieures, c'est nourrir tous les espaces de nos potentiels, de nos talents, de toutes les richesses que l'on peut avoir, héritées, acquises au fil, des espaces-temps qui s'écoulent, et en prendre grand soin parce que c'est, tellement plus grand que ce que l'on peut imaginer avec nos esprits, heu, humains, je pourrais presque dire étriqués, conditionnés, où là on a, des attentes, on a des projections et on force les choses pour que ça arrive avec une volonté des fois qui est, très invasive pour soi-même ou pour les autres. Alors que la proposition, c'est de se déposer dans le temps et de laisser pousser, laisser se déployer patiemment, les cadeaux qui nous sont, proposés et que l'on porte à l'intérieur de nous afin de évidemment les offrir, au monde également. Uranus donc lui il est toujours, donc en Taureau et il fait un aspect positif, un trigone avec l'astéroïde Junon dont je vais vous parler un petit peu plus longuement tout à l'heure parce que j'ai vraiment, l'impression qu'il y a un message très, très fort derrière cet astéroïde. Donc là, ça fait un trigone de terre, une alliance avec, le signe de la Vierge qui, soutient également le mot-clé qui est moisson. Moisson, moissonner à temps en soi pour pouvoir à nouveau replanter et renaître. Et cette Junon se trouve, dans l'ascendant de cette nouvelle lune et va nous offrir, vraiment beaucoup de messages très intéressants. Uranus fait aussi un aspect, positif, un sextile à Neptune. Donc on sent que c'est vraiment l'eau, intuitive, l'eau des émotions, mais l'eau, des émotions, sacrées, qui va nourrir cette terre, en nous, qui va nous permettre de trouver la bonne hygrométrie, la bonne hydratation et si on se laisse comme ça, doucement imbiber, impressionné, par, cette eau, très délicieuse, très très divine, très sensuelle de la belle planète Neptune, on va pouvoir, apporter à notre terre des éléments, très délicats, très très nourrissants. De même, Uranus est aussi quinconce à la nouvelle lune, ce qui, est aussi un aspect, favorable où là, on peut sentir vraiment le travail qui se fait profondément dans la maison 4 où se situe cette, nouvelle lune. La maison 4 qui est la maison des bases, la maison de la famille, la maison du foyer, également nos bases, nos fondations intérieures. Donc là, cette nouvelle lune qui se situe en Sagittaire, dans la maison 4, est reliée à cet espace de terre en Taureau, où Uranus pousse à ouvrir les consciences, mais le fait avec un rythme qui lui est propre et reliée à cette Junon en terre ascendant qui, elle, propose un renouveau dans la forme que peut prendre notre vision, notamment, de beaucoup d'aspects féminins qui contribuent à nourrir, cette pleine lune. Donc cette nouvelle lune qui est reliée, en passant par Uranus à cette Junon, en Vierge. De même, on peut voir un trigone entre, cette nouvelle lune et l'axe d'incarnation et Eris, ce qui nous ramène encore une fois, à ces messages que je vous donne depuis ces dernières vidéos, que nous devons, patienter, pour observer tout ce qui est discorde en nous et tout ce qui est distendu, tout ce qui se tend sur cette terre pour, faire un focus vers, le passage vers une nouvelle humanité plus unie, en fait. Et c'est un travail de très longue haleine, qui, va nous occuper encore pendant, pas mal de temps. Le Sagittaire, c'est vraiment l'archer céleste, celui, le centaure avec ses 4 sabots, parfaitement, plantés dans la terre. D'ailleurs, en numérologie, si on réduit, 12-12-2023, on obtient le chiffre 13 et la nouvelle lune est à cheval entre le 12 et le 13,
de cette année et on obtient le chiffre 4 et qui est quand même le chiffre du foyer, des bases, de la stabilité, de la concrétisation dans la matière. Donc ce centaure, il a quand même ses 4 sabots, enfin ses 4 sabots bien plantés dans la terre du Taureau. Là, on est sur des énergies quand même très, très fortes. On n'est pas dans la frivolité, on n'est pas du tout dans des énergies légères, on est dans des énergies de stabilité. Et ce Sagittaire, il porte toujours le message d'envoyer une quête, un idéal et une vision lointaine. Il favorise les voyages intérieurs et les voyages physiques. D'ailleurs, il se trouve que Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, est aussi en maison 9, qui est la maison, sa propre maison, la maison des voyages et des grandes études. Il peut y avoir, avec ce Mars conjoint à la nouvelle lune, des envies de reprendre des études, de se mettre en action avec enthousiasme pour pouvoir peut-être prévoir des voyages, ou ça peut être aussi des voyages intérieurs. Cela me fait penser à toutes ces expériences que l'on peut faire avec des médecines naturelles aussi, qui permettent ces voyages dans les parties conscientes et inconscientes de nos êtres. Donc quelque chose comme ça d'enthousiasmant à aller plus loin, chercher au-delà des limites, suivre cette flèche que le Sagittaire décoche et qu'il envoie. Et n'oubliez pas que le Sagittaire, il représente aussi le feu des braises, ce que je disais le mois dernier, ça y est, on est là dans un espace où l'on souffle sur les braises pour attiser notre feu intérieur, notre enthousiasme, notre joie de vivre également, et nourrir des projets qui vont nous amener un peu plus loin que le bout de notre nez. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir tendance à vouloir se replier un petit peu de se contracter par le froid, par des peurs, par des inquiétudes, par des tensions intérieures. Et pourtant, là, il nous est demandé quand même de regarder au loin, un petit peu, de s'élever comme cette flèche pour pouvoir viser les étoiles. Chacun a ses propres étoiles, chacun ses propres rêves, mais de garder la foi, parce que le Sagittaire et Jupiter, c'est vraiment la foi en nous. Bien sûr, nous sommes éprouvés, nous sommes tiraillés, mais la foi, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion, qui n'a rien à voir avec les dogmes. La foi, c'est une confiance absolue en notre capacité d'imagination, de création, de manifestation de nos rêves, et de rester dans l'acceptation des cycles qui se passent dans nos vies. La planète Cérès est toujours, comme à la pleine lune, conjointe à Mars et au Soleil et à la Lune. Donc, il y a possiblement des récoltes qui se font de choses que nous avons pu travailler, notre maïeutique, hein, nos renaissances intérieures. C'est pas parce qu'on arrive en hiver qu'on peut pas renaître. On est à toute époque, tout cycle peut démarrer à tout moment de l'année. On n'est pas tous branchés sur les mêmes ouvrages. Et donc là, il y a des récoltes qui vont se faire dans la maison, dans les bases. Il peut y avoir des choses qui se clôturent, il peut y avoir des choses qui se stabilisent dans le signe du Sagittaire, donc qui apporte de la joie, parce que ça, voilà, ça se clôture et ça fait du bien aussi, et ça permet d'avoir une nouvelle action, une nouvelle façon de voir les choses, d'agir, de se projeter à nouveau dans autre chose. Alors cette nouvelle lune est en apex, donc c'est une double tension. Vous pouvez voir sur le graphique, ça fait comme un triangle rouge qui relie la nouvelle lune avec Neptune et Junon. Donc Neptune et Junon sont opposés, et c'est comme si il était question de revoir tout ce qui est de l'ordre des idéalisations, puisque à la fois Neptune peut parler de cela, et également Junon, qui est une forme de petite sœur de Vénus et de Neptune.
Junon, elle est très en lien avec avec, le féminin, bien évidemment, et cet apex me fait penser qu'il y a une proposition importante de renaître à une nouvelle vision d'aimer, puisque c'est l'ascendant, la maison 4 et la maison 7 du couple qui sont, concernés. Donc de revoir dans nos bases, notre façon d'aimer et d'idéaliser, le couple. Alors ça crée des tensions, parce qu'il est toujours très difficile de lâcher des schémas avec lesquels on a fonctionné pendant longtemps. Et quand quelque chose de nouveau se propose, bah, notre ego, nos croyances sont heurtées et on fait souvent de la résistance. C'est à ce moment-là que il est important d'utiliser une forme de lâcher prise qui n'est pas de s'en moquer ou de faire n'importe quoi, mais de se laisser aller dans le flux de ce qui peut être proposé avec un minimum d'attente. Junon, alors petite Vénus, petite sœur de l'amour, est une déesse romaine qui est la reine des cieux et la reine du ciel. Alors, il y a plein de littérature que l'on peut trouver sur Junon, fille de Rhéa et de Saturne, sœur de Cérès, de Neptune, de Pluton, de Vesta, de Jupiter, dont elle est le frère et l'épouse aussi. Vous savez, dans les mythologies, il n'y avait pas réellement de problème d'inceste ni de placement traditionnel. Et justement, cette nouvelle lune en Sagittaire nous relie profondément à Jupiter, et c'est pour ça que cette planète va prendre une très grande importance dans cette nouvelle lune, puisqu'elle est vraiment la planète de la chance, de l'enthousiasme, de la foi, comme je viens de le décrire, mais c'est aussi la planète de la démesure, et on va pouvoir voir un petit peu plus loin à quel point cela peut être intéressant ou parfois embêtant. Alors, Junon est vraiment protectrice du féminin. Elle symbolise le mariage, la fécondité, la procréation. C'est un astéroïde dans le thème de naissance qui va parler du partenaire idéal et de l'idéalisation de l'amour. Alors, elle est aussi une protectrice de la nation. Et ici, on peut voir qu'elle est en carré, en tension à la nouvelle lune. Donc, il y a comme un point de vigilance qui accompagne cette nouvelle lune pour nous demander d'observer comment, dans notre féminin, dans notre façon d'idéaliser le couple, le partenaire idéal, puisque bien sûr, elle est en opposition à Neptune qui est dans la maison 7, la maison des relations et du couple. Donc là, il y a vraiment une circulation qui se fait et qui demande de bien observer la façon dont on place ses pions sur l'échiquier et comment on se déplace. Est-ce que notre stratégie est intelligente ou est-ce que on bouge un peu les pions comme un gros pigeon et vous connaissez la suite de l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. Il y a une proposition de renaissance à quelque chose de nouveau dans ce cycle, puisque Junon se situe dans l'ascendant, dans la maison de l'ascendant et en Vierge. Donc, elle est quand même pointilleuse, exigeante, elle féconde ce cycle, mais attention, là, vraiment, le focus, il va être sur les illusions et les freins que l'on se met à évoluer dans notre façon d'aimer par peur, par esprit paternaliste, patriarcal, et dans la tradition de ce que nos ancêtres vivaient. Aujourd'hui, le monde change, le monde évolue, les pratiques, les genres, les styles, les conditions de vie sont totalement différentes. Et si l'on n'accepte pas de revoir nos schémas de couple, de mariage, de la façon dont on peut s'aimer, on risque fort de se blesser, voire de se prendre des revers assez désagréables, puisque de toute façon, le féminin ne se laissera plus faire. Donc, je vais vous détailler ça. La belle Junon est accompagnée d'un pan
cet oiseau merveilleux qui d'ailleurs dans la tradition sanskrite de l'Inde, on peut trouver le grand dieu Shiva, bleu, qui lui aussi est représenté par le symbole du pan. Donc on voit déjà, en traversant comme ça un peu les continents, les âges, que toutes les mythologies et les symboles se retrouvent et se recomposent, d'où, petite parenthèse, l'inutilité de s'accrocher à son propre petit dogme, puisque nous parlons à peu près tous de la même chose. Ici, on est vraiment sur un espace extrêmement sacré du couple, qui parle de l'union du féminin et du masculin et des polarités. Elle a aussi un animal totem qui la suit, qui est le coucou. Alors cela m'a fait beaucoup rire en découvrant cela, puisque je suis en train d'écrire un livre spirituel et thérapeutique, où il y a des cartes d'oracle, dans lequel j'ai écrit une carte qui s'appelle le coucou des amours. Et le coucou est un oiseau extraordinaire, puisque c'est un oiseau très opportuniste. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré l'histoire du coucou. Il est né dans un nid qui n'était pas un nid construit par sa propre mère. Donc, l'œuf a été pondu et déposé. Maman coucou attend que l'oiselle du nid convoité soit partie pour aller chercher de la pitance et des petits vers à ses bébés pour pouvoir pousser hors du nid quelques œufs éventuellement et placer son œuf dans le nid, puis elle s'en va. Elle peut faire ça une dizaine de fois à la foulée, hein. Et donc forcément, elle est opportuniste. Bon, ce n'est pas une histoire de juger, la création est parfaite telle qu'elle est. On n'a jamais vu un coucou déclencher une guerre, mais malgré tout, il y a quand même cette énergie dans le coucou qui est de profiter du nid de l'autre. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que la maison 4 représente le foyer, le nid, et là, il y a une tension comme ça qui se trouve avec Junon. Donc, il y a toujours quelque chose de se sentir un peu illégitime ou avec le syndrome de l'imposteur dans une Junon qui aurait des tensions, qui serait mal placée, puisque elle est aussi une femme blessée qui a vraiment des problèmes conjugaux très importants. Junon a un mari, donc Jupiter, on connaît bien Jupiter, hein, qui est très volage, bon voilà, il change de lit tous les 4 matins. Elle est là, elle s'est installée dans son rôle de femme mariée, dans son rôle de mère. Elle prend soin du foyer, de la maison, elle est très féconde, etc. Et elle se retrouve blessée par l'attitude désinvolte et déloyale de son mari, de son homme. Et il est question ici, avec une Junon en tension, de voir où nous en sommes dans nos loyautés, dans notre constance, dans notre dévouement. Et puis, comme elle est face à un Neptune qui est quand même la reine, le roi des illusions, hein, qui est aussi quand même un autre dieu qui est derrière très puissant, il va être question ici de couper avec le sacrificiel. C'est-à-dire qu'il va être intéressant d'observer la façon dont on se donne et dont on donne avec le cœur réellement et sans condition. Puisque nous, humains, nous mettons des conditions sur tout ce que nous faisons. Après, ça reste un défi que nous avons à relever, d'aimer d'un amour absolu, inconditionnel, d'être dans un cœur totalement épanoui et ouvert, tout en sachant à la fois recevoir et donner et équilibrer ces deux choses à l'intérieur de soi. Quand on n'est que dans l'un, eh bien, on se déséquilibre, et quand on n'est que dans l'autre, eh bien, on crée des manques également. Junon est la divine épouse. Elle parle de l'union parfaite et équilibrée, et c'est là, clairement, dont le travail est en cours. Là, c'est là que le travail est en cours, excusez-moi. Elle est en quête d'une union mystique qui comble ses besoins émotionnellement, physiquement et psychologiquement. Du coup, Junon étant
trahi, travaillé par ce déséquilibre dans son couple, va refuser les contraintes du mariage, mais elle se retrouve emprisonnée dans la monogamie par un Jupiter qui la freine, qui la brime, et qui met sur elle une chape de plomb, par la force démesurée de sa puissance. Il l'écrase et la contraint à rester dans ses limitations de femme au foyer. Il lui manque de respect, et dans cette union du mariage, elle va développer de la jalousie. Elle cherche un engagement profond et à sortir de sa souffrance de femme bafouée et de ses complexes névrotiques liés à ses frustrations. C'est un peu comme si, à force de ne pas être elle-même, de ne pas s'épanouir, de ne pas être respectée, elle finissait par en devenir folle. Et d'ailleurs, une petite phrase qui est attribuée à Jupiter dit Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Il les rend fous parce que il y a quelque chose de tellement injuste et de démesuré parfois dans l'énergie de Jupiter, que si l'on n'a pas la carrure, la force de s'opposer à cette puissance patriarcale, eh bien, on peut se mettre dans une introspection, une introversion très douloureuse. Et c'est ce que fait depuis des millénaires le féminin face à un masculin qui use de sa force pour le contraindre. Je ne suis pas en train de tenir un discours guerrier et féministe, mais bon, quand même, dans cette nouvelle lune, on peut voir que la belle Vénus est conjointe au degré près avec l'astéroïde Pallas, donc en maison 3, et en Scorpion. Donc là aussi, j'ai écrit un article sur mes réseaux sociaux qui parle de la belle Vénus en Scorpion, et vous pouvez aller voir un petit peu la façon dont je la décris. Il y a quelque chose de guerrier. Le féminin ne veut plus se laisser faire, le féminin, mais c'est la polarité féminine, hein. C'est également à l'intérieur du genre masculin, de l'homme, une partie de lui qui se refuse à être bloquée par son masculin dominant, par les conventions et l'éducation qu'il a reçue, et qui ne peut pas exprimer sa douceur, sa sensibilité, ses côtés artistiques, ses côtés amoureux, ses côtés, tout ce qui est attribut féminin en lui. Donc c'est une rébellion à l'intérieur de tout un chacun, homme-femme compris. Il n'est pas question ici ou là de stigmatiser quelques parties ou quelques polarités. Là, il est question de fusion, mais dans le cœur et non dans l'appartenance ou la dépendance affective, le fait de s'oublier dans l'autre, puisque la dépendance affective est une... J'en parlais avec un ami on débattait comme ça dans nos polarités, c'était très intéressant. On imaginait deux boiteux qui ont chacun une jambe boiteuse. Effectivement, de marcher à deux en se tenant, effectivement, il y a deux jambes valides qui avancent et ça avance ensemble, le couple avance ensemble. Mais il suffit que l'un s'écarte de l'autre et à nouveau, tout est boiteux et personne, en fait, ne tient debout. Donc la dépendance affective, elle peut être là parce qu'elle est inhérente à notre condition humaine que de s'attacher, de projeter. Et il n'est pas question de s'en vouloir d'être comme cela, mais il est question quand même d'équilibrer nos forces à l'intérieur de soi pour pouvoir marcher seul à côté de l'autre et de faire ce que l'on appelle le 1 plus 1 égale 3, une autre entité, puisque 1 plus 1 égale 2 égale quelque chose qui se tient et qui risque fort de se phagocyter. Alors je dirais que le message serait d'apprendre de l'autre sans se perdre. Junon peut nous donner envie de recevoir à égalité, de refuser les projections et surtout les injonctions et les prises de pouvoir, même subtiles, même dans l'amour, même quand on croit bien faire. Elle exècre la domination, la violence et la dette sexuelle.
Elle veut sortir des soumissions au masculin. Et ce message, pour moi, c'est le message de cette nouvelle lune. Donc, elle est femme et elle est prête à donner si on la respecte. La relation junonienne ressemblerait à quelque chose de très fraternel. Alors, bien sûr, une sororité, également un amour qui soit équilibré, quel que soit le sexe de l'autre. C'est pour ça que, avant tout, nourrir une relation saine, c'est se mettre en profond respect et en amitié avec l'autre. Comme cette Junon se situe sur l'ascendant, cela peut parler aussi de rencontres, de nouvelles relations, mais plus certainement, et ce qui me semble plus juste au vu des tensions qu'il y a dans cette nouvelle lune, de crise et de séparation en vue de nouveaux départs plutôt. Il y aurait comme un déni, un refus, parce que cette opposition à Neptune déclenche comme ça énormément de jalousie, de possessivité, et évidemment des infidélités, et toujours la mise à jour de ces soumissions, de ces manipulations et de ces illusions. Les jeux de pouvoir émotionnels, les traîtrises, les abandons, les colères, les ressentiments et toutes les frustrations créent des maladies et des calomnies. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes face à une nouvelle lune où la maison 12, qui est quand même une maison très karmique, une maison qui nous parle d'espaces qui nous précèdent, pour ceux qui croient en ces choses-là, de nos vies antérieures, en tout cas d'espaces de multidimensions. Ça peut être des parties conscientes, inconscientes en nous, l'inconscient collectif de Jung. Il peut y avoir, voilà, communément en astrologie traditionnelle, c'est la maison des hôpitaux, des maladies, des bilans. C'est aussi le dernier signe de cette roue zodiacale qui correspond au signe du poisson, un signe d'eau qui est gouverné par le maître Neptune, qui a recueilli tout le travail et toutes les eaux du cycle en cours pour pouvoir à nouveau hydrater en bélier la graine qui va ressortir le renouveau. Ce sont également du coup les eaux matricielles, les eaux intra-utérines, le liquide amniotique qui contient la substance qui nourrit l'enfant sans qu'il n'ait rien à faire. Il est connecté à l'amour inconditionnel, il est dans le grand tout, il baigne dans l'amour, il n'a aucun effort à faire pour survivre, il n'est pas dans la dualité, puisqu'il est dans le ventre de sa mère, le ventre de la grande mère divine, et il est nourri de cet amour sacré qui lui vient d'on ne sait où, de l'origine de la vie. Et dans cet espace de la maison 12, à cette nouvelle lune, nous avons Lilith, les lunes noires, qui sont là comme pour nous rappeler toutes ces blessures sur le féminin, tous ces siècles d'outrages qui ont été vécus par le féminin, qui ont été bafoués, et on revient sur tout ce que j'ai dit à propos d'une Junon qui n'est pas respectée, etc. Donc, ce sacrificiel que porte le féminin en lui, aujourd'hui, n'est absolument plus utile. Aimer, ce n'est pas se sacrifier. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est vraiment le message qu'il faut entendre. La seule chose qui puisse aider un féminin, c'est de se mettre dans la gratitude, de se mettre dans l'ouverture, de se mettre dans le don, d'accueillir, de donner, de recevoir, de donner, etc. Et de se mettre à égalité. Égalité. Que les partages soient réciproques dans le don. Et cela fait du coup cesser tous les ressentiments, les regrets, les amertumes très junoniennes, et cela fait redescendre l'agressivité face à Mars et au masculin. Mars qui se situe quand même en tension avec Junon, hein, il est conjoint à cette nouvelle lune. Et sortir de cette fameuse loi du talion que vous connaissez, qui est la loi de œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes toujours dans un axe d'incarnation balance bélier, et le nœud nord, donc la tête du dragon, est toujours conjoint à l'astéroïde Eris,
qui nous rappelle encore, comme je l'ai déjà dit, de chercher cette unité, cette réconciliation à l'intérieur de nous pour pouvoir sortir de toutes les discordes et de voir le travail évolutif, cette renaissance, cette maïeutique à l'intérieur de nos expériences comme des opportunités de retourner à cette unité que l'on peut appeler la vie, l'univers, Dieu, l'amour, la conscience, la présence, ce qui vous parle dans votre langage à vous. Et donc, l'axe d'incarnation ne va pas bouger, ne va pas changer jusqu'avant janvier 2025. Donc vous voyez, on en a encore pour une grosse année à travailler cet équilibre entre moi, je m'occupe de moi, j'aime qui je suis, je travaille cet espace en moi de prendre soin de moi afin de mieux prendre soin de l'autre, de la relation, du groupe, dans le signe de la balance et de trouver un équilibre et une harmonie. Donc je le rappelle à chaque fois, mais cet axe d'incarnation, il est valable pour tout le monde et c'est un travail qui commence à l'intérieur de soi. Mercure est en Capricorne. Alors un Mercure Capricorne, il est aussi en maison 4, donc il est là pour nous restructurer dans nos moyens de communication et dans notre pensée, aussi dans notre foyer, hein, avec nos proches, dans la famille. Donc bien sûr, quand on approche des fêtes de Noël, on a toujours ces sempiternels débats de dire nous ne sommes pas d'accord, nous devons absolument nous retrouver à table avec la famille, le grand-tonton qu'on n'aime pas, la cousine qui n'a pas les mêmes idées, et blabli et blabla, et tout le monde part dans des projections que cela va être pénible, on fait ça comme une corvée, alors que la proposition de fêter Noël, en dehors du fait que cela puisse être une fête religieuse ou commerciale pour certains, c'est quand même de prendre soin de sa famille. Et c'est d'apprécier, de passer du temps avec nos proches, avec les gens qu'on aime, d'ouvrir des discussions intelligentes, constructives, parce qu'en Capricorne, on est vraiment sur quelque chose qui parle de la stabilité, de mettre plus de sagesse, de prendre du recul. Mais un Mercure Capricorne, il peut être un peu dur, hein, il peut sanctionner, hein, il peut être fort. Alors peut-être se rappeler que quand nos proches meurent, quand c'est le moment de faire des deuils, eh bien on est là à pleurer sur le temps que l'on n'a pas passé avec les gens que l'on aime. On écrit des oraisons funèbres élogieuses sur les gens qui ne sont plus là, mais au moment où ils étaient là, on n'a pas su prendre le temps ni les aimer tels qu'ils étaient, et il est trop tard, même si on peut discuter évidemment avec les morts. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire avec les capacités de passeuse d'âme et autres choses que je peux ressentir, mais ça n'est pas évident de se souvenir de cela dans le quotidien parce qu'on est pris par les contraintes. Si vous n'avez pas envie de faire des cadeaux, si vous n'avez pas envie d'être présent, dites-le simplement, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Parlez, Mercure, c'est la communication, mais dites-le gentiment, sans déverser à travers les paroles tout un tas de reproches, de choses antérieures que vous n'auriez pas pu exprimer et qui se cristalliseraient là, comme ça, au moment des repas de fête. Vénus conjointe à Pallas, la guerrière, celle qui cherche l'équilibre des polarités, donne une couleur au féminin, à nos valeurs et même à nos possessions très sensibles. Parce qu'en Scorpion, voilà, on a une Vénus qui est magnétique et exigeante, qui est intransigeante même. Et ça soutient parfaitement le message de Junon qui dit cessons de nous laisser faire, de nous laisser impressionner, sidérer par du yang, par du masculin, par une polarité qui chercherait à soumettre. Et il est quand même important de remarquer que cette opposition à Jupiter peut faire des excès, des excès, des démesures
et même des crises égotiques dont on n'aurait pas forcément conscience parce que ce sont nos parts blessées qui s'expriment, et qui nous manipulent, à l'intérieur de nous. Donc douceur, ramener de la douceur dans le féminin et puis, par pitié, les masculins, lâchez un peu, la grappe au féminin, laissez-le aussi se déployer à son rythme. Le féminin n'a pas le même temps de maturation, pour exprimer les choses que le masculin, qui est plus concis, plus direct. Et le féminin, par pitié, cessez de gratouiller et de creuser, parce que la Vénus Scorpion, elle creuse, elle creuse, elle creuse, et elle agace comme ça le masculin, parce qu'elle veut savoir, elle ne lui laisse pas non plus la possibilité de ne pas exprimer s'il n'en a pas envie. Donc c'est une histoire comme ça de trouver à nouveau un équilibre. Jupiter, donc le maître un petit peu de cette lunaison, puisque cette lunaison donc est en Sagittaire, il est très aidant. Moi, je le sens comme soutenant, puisqu'il nous rappelle qu'il faut garder la foi. Mais il va créer aussi des sautes d'humeur, il va nous confronter à la loi, à la justice, toujours à ces questions de religion, de foi. Il peut nous envoyer, chercher en nous, notre vocation, notre envie de refaire des études, de changer. Comme il est chez lui en maison 9, il est vraiment très fort. Donc on est très clairement dans une quête d'idéal et on peut dire que, il y a des personnes qui pourraient se sentir, poussées à un ego très puissant, et on dit bien que Jupiter, on se croit sorti de la cuisse de Jupiter, c'est quand, on a vraiment comme ça une très haute estime de soi et on écrase un petit peu les autres de sa supériorité. D'ailleurs, Jupiter maîtrise les cuisses et il se pourrait aussi que les petits chocolats, se logent, quelque part, pendant les fêtes. L'astéroïde Chiron se situe en maison 8, la maison du Scorpion. Donc c'est un placement un peu fort, qui va nous parler de nos héritages. Donc finalement, en entrant dans la période de Noël, il y a peut-être des histoires de famille, des non-dits, des choses relationnelles qui vont émerger en vue de trouver des validations ou des guérisons. Comme il est carré à Mercure, la parole, il peut y avoir des règlements de compte, des paroles blessantes, des choses qui sortent comme ça subitement d'on ne sait où et qui pourraient bien déstabiliser et blesser. Donc attention, mettons un petit peu de miel sur nos paroles afin de ne pas blesser nos proches par des accès de colère et des accès spontanés déplacés. Comme ce Chiron est conjoint, pas de près, mais quand même au nœud nord, il est vraiment intéressant de noter qu'on nous rappelle qu'il y a une guérison en cours de téléchargement pour l'humanité et pour tout un chacun, et qu'il faut encore une fois être patient et accepter qu'il y a des parts de nous qui se nettoient. C'est favorisé puisqu'il y a un trigone avec les lunes noires, donc on peut évidemment sentir qu'il y a des blessures inconscientes profondes dans cette humanité qui ressurgissent, qui remontent, et que l'on peut se mettre à disposition à l'intérieur de nous pour les rencontrer, non pas chercher à les guérir d'un seul coup, mais accepter un travail sur le long terme pour pouvoir faire un travail de qualité et non pas nettoyer en superficialité les choses, parce que ça ne marchera pas. Un Chiron maison 8 conjoint au nœud nord, c'est une valeur sûre d'un Karcher qui nettoie en profondeur. Et c'est très, très positif, même si c'est hyper confrontant et qu'on n'est pas forcément content toujours de devoir, on se dit « Ah là là, moi j'ai fait le travail, j'ai déjà fait des soins énergétiques, j'ai déjà vu un psy, j'ai déjà parlé à ma mère, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça », mais non, non, non. On est fait comme les poupées, les matrioshkas, de couches, de sous-couches, et on peut aussi décider de ne rien faire et de laisser faire la vie, ça c'est très très bon aussi, et que les expériences nous montrent au fil du temps ce qu'il y a
à vivre. On n'est pas obligé comme un pitbull, de s'accrocher à toutes les choses, une par une, et puis d'en faire un fer de lance, hein. On peut très bien aussi laisser faire dans le temps et accepter de se laisser porter par le flux. Mais de toute façon, une chose est certaine, tout ce qui est en lien avec les relations, les héritages et la famille sera travaillé dans cette nouvelle lune. Foi de Pluton tendu avec Jupiter et l'axe d'incarnation, il y a comme je vous disais, une impatience avec des élans précipités à vouloir toujours tout de suite. Or, rien ne s'obtient par la force et la précipitation. Donc Pluton trône en plein milieu de la maison 5, qui est la maison de la créativité, de l'amour, de l'enfance, qui est quand même une maison qui est en lien avec le signe du lion, de la joie. Et donc ça veut dire qu'il y a une recherche profonde, volcanique de cet amour, de cette créativité, qui peut changer la vie entière et prendre des formes multiples, mais qui peuvent être aussi démesuré. Il peut y avoir éventuellement des crises d'angoisse, des remises en question, des prises de décision très très fortes et pas forcément toujours pondérées. Et là, il nous est vraiment demandé de trouver à nouveau notre équilibre et de nettoyer en profondeur, de la cave au grenier, toutes les croyances archaïques, puisque Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne. Et donc, c'est la fin du récurage du Capricorne qui dure depuis 2008, et je crois, hein, car il va rentrer en janvier 2024 dans le signe du Verseau. Il va y rester jusqu'en septembre 2024. Il va retourner un petit peu vérifier sur le dernier degré très karmique du Capricorne que tout ce qui était archaïque, traditionnel, conventionnel en nous a bien bougé, a bien été remué. Et puis finalement, en novembre 2024, donc dans un an, il va rentrer jusqu'en 2044 pour 20 ans dans le signe du Verseau. Et là, ça va être une autre affaire parce qu'il va vraiment falloir nous atteler à cette ère du Verseau, à cette énergie très Verseau en nous et dans le monde. Et ça, on va en reparler parce que l'énergie Verseau, c'est une énergie très technologique, très originale, extrêmement novatrice, mais aussi révolutionnaire. Donc, préparons-nous quand même à de grandes métamorphoses parce que Pluton, il ne laisse rien de côté, hein, rien de côté. Donc là, ça brasse au fond, dans nos profondeurs, avec ce Pluton qui est quand même très actif et très intense dans cette lunaison aussi, puisque bon, il se tend à droite et à gauche, hein. Donc finalement, la part de chance est également sur l'ascendant. Je vous ai dit que quand il y a des conjonctions très fortes, j'aime bien vous les signaler. Donc là, on peut sentir qu'il y a des aides très très fortes. C'est un espace de grâce pour renaître, mais n'oublions pas que je vous ai annoncé quand même que les lunes noires travaillaient en maison 12. Donc attention à votre santé, aux fins de cycle, aux maladies qui peuvent se déclarer, des remontées karmiques avec les vies antérieures, des blessures de l'âme très fortes. Il ne faut rien mettre de côté, observer tout ce qui remonte, avoir une bonne hygiène de vie, bien se centrer et observer tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture des médecines de demain. Il est important d'intégrer le monde quantique en nous, qui nous demande d'observer la réalité, d'intégrer le mot miracle à notre vie, de voir toutes les prouesses que nous faisons à l'intérieur de nous pour nous transformer. Il y a une idée d'équanimité, d'accepter que nos choix puissent nous apporter des nouveaux espaces de création et que l'imagination est tout, comme le dit Einstein. L'imagination est tout. Donc, nous laisser porter par une belle créativité, par notre imagination. Et puis, il y a un autre sage qui s'appelle Rumi qui disait « L'univers n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous, également en miroir ». Donc,
Je vous souhaite une très belle lunaison, et un nouveau cycle. Donc cela va vraiment vous porter, pendant 21 jours, 28 jours, et de passer par cette, pleine lune qui sera une belle apogée, et dont je vous referai une vidéo à ce moment-là. Voilà, belle intégration à vous, je vous embrasse et à très, très bientôt.